Ma femme m'a ignoré pendant des jours lors de disputes, un mutisme total. Puis, elle m'a reproché de ne pas communiquer. La dernière fois, je ne l'ai pas poursuivie. Elle est restée silencieuse pendant une semaine. Quand elle a finalement parlé, pourquoi n'essaies-tu pas? J'ai répondu, j'essayais. Pendant des années. Maintenant, j'essaie autre chose, être heureux sans toi. Son silence après ça? Permanent. 7 jours. C'est le temps que ma femme a passé sans me parler après notre dernière dispute. Mais cette fois-ci était différente de toutes les autres, car cette fois-ci, je ne l'ai pas poursuivie. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là, car la fin va changer tout ce que vous pensez savoir sur les tentatives de sauver un mariage. Voici le problème avec les schémas. On ne les voit pas toujours quand on est dedans. Pendant 4 ans de mariage, Camille et moi avons eu la même danse. Nous nous disputions à propos de quelque chose. Elle devenait silencieuse. Je la poursuivais, m'excusais, la suppliais de me parler. Elle revenait quand elle était prête et me disait que je devais travailler sur mes compétences en communication. Je me souviens de l'incident du dîner d'anniversaire lors de notre 2e année. J'avais oublié de prendre un cadeau pour sa mère. Simple erreur, n'est-ce pas? Camille ne m'a pas parlé pendant 3 jours. Pas un mot. Je me suis excusé encore et encore, je lui ai apporté des fleurs, je lui ai écrit des mots. Quand elle a finalement parlé, elle a dit, si je me souciais de la communication, cela n'arriverait pas. Puis il y a eu l'histoire de la carrière en 3e année. J'ai mentionné un nouveau poste au travail 2 fois, je lui en ai parlé au dîner un soir, j'en ai reparlé la semaine suivante. Quand j'ai accepté le poste, elle est restée silencieuse pendant 4 jours. Finalement, je me suis excusé de ne pas avoir communiqué assez clairement. Elle m'a pardonné et est passée à autre chose comme si de rien n'était. L'incident avec mes amis a été le pire, cependant. J'avais prévu de regarder un match avec mes copains de fac. Je n'ai pas demandé la permission car, eh bien, c'était mes amis et c'était un samedi. Camille a cessé de me parler pendant 2 jours. J'ai fini par annuler mes plans et par m'excuser. Sa réponse, elle ne me contrôlait pas. Elle souhaitait juste que je communique mieux. Vous voyez le schéma? À chaque fois, c'était moi qui ne communiquais pas, même si c'était elle qui cessait littéralement de communiquer. Pendant 4 ans, j'ai marché sur des œufs. Je répétais des excuses dans ma tête pendant ces périodes de silence. Ce sentiment déchirant d'être exclu est devenu normal. J'ai arrêté de faire des choses que j'aimais parce qu'elles risquaient de déclencher un autre épisode de silence. Petit à petit, j'ai oublié qui j'étais avant tout ça. La dernière dispute a commencé un jeudi soir. Je lui avais dit le mardi que je voulais passer le samedi à faire de la randonnée et à prendre des photos. C'était quelque chose que j'aimais faire, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Mais quand je suis rentré à la maison le jeudi, elle m'a informé que nous allions aider sa sœur à déménager ce samedi-là. J'ai dit que c'était d'accord, mais que j'avais des projets. Je lui en ai parlé. Elle a dit que je ne voulais jamais aider sa famille. J'ai dit que ce n'était pas vrai, mais que j'avais fait des projets et qu'elle ne m'avait pas consulté pour samedi. Elle a dit que si je communiquais mieux, j'aurais su ce qui se passait. Je lui ai rappelé que j'avais communiqué. Je le lui avais dit mardi. Elle a dit, es-tu sérieusement en train de commencer une dispute à ce sujet? Puis elle est devenue silencieuse, en plein milieu de la conversation, a simplement arrêté de parler, est allée dans la chambre et a fermé la porte. J'ai essayé de lui parler à travers la porte. Rien. Silence complet. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là, préparant déjà mentalement mes excuses. Jour 1, c'était un vendredi. Je me suis réveillé et Camille était déjà partie au travail. Pas de mots, pas de message, rien. Je lui ai envoyé un message. Pouvons-nous en parler? Il était marqué comme distribué, mais elle ne l'a jamais lu. J'ai passé ma journée avec ce nœud familier dans l'estomac, vérifiant mon téléphone toutes les quelques minutes. Elle est rentrée ce soir-là et est passée devant moi comme si j'étais invisible. Elle s'est préparé le dîner, l'a emporté dans la chambre et a fermé la porte. J'ai préparé mon propre dîner et j'ai mangé seul dans le salon. J'ai essayé d'entamer une conversation. Camille, c'est ridicule. Pouvons-nous simplement parler? Elle est passée juste à côté de moi, portant ses assiettes à l'évier. Elle ne m'a même pas regardé. C'est reparti, ai-je pensé. Le traitement silencieux. Je savais exactement comment ça allait se jouer,
car nous avions fait cette danse une centaine de fois auparavant. Je m'excuserai dans 2 ou 3 jours. Elle accepterait quand elle serait prête. Puis nous reviendrions à la normale jusqu'à la prochaine fois. Jour 2, c'était samedi. Je me suis réveillé tôt et j'ai trouvé un mot sur le comptoir de la cuisine. Suis allé aider ma sœur. Ne sais pas quand je serai de retour. Le mot ne m'était même pas adressé. Juste une déclaration à personne en particulier. Je suis resté assis là avec mon café, fixant ce mot. Elle était à l'endroit où elle voulait que je sois, la chose qui avait tout déclenché. D'habitude, au 2e jour, j'aurais été en train de rédiger mes excuses, de revoir ce que j'avais fait de mal, de trouver comment formuler ma capitulation. Mais cette fois, quelque chose me semblait différent. J'étais fatigué. Pas fatigué de colère ou de frustration. Juste fatigué. Jusqu'à la moelle. Fatigué de ce cycle. J'ai pris une décision. Au lieu de rester à la maison à attendre anxieusement son retour, j'ai attrapé mon appareil photo. Mon Nikon D850 était resté inutilisé dans le placard pendant 2 ans. Les batteries étaient mortes. La carte mémoire était pleine de vieilles photos d'avant notre mariage. J'ai chargé les batteries, vidé la carte et j'ai décidé d'aller au parc de la Croix-Rousse. Le parc se trouve sur une colline surplombant le lac du parc de Miribel-Jonage. Je n'avais pas fait de photographie depuis des années. Camille avait toujours quelque chose à en dire. Allons-nous vraiment passer un autre samedi à te regarder prendre des photos? Ne penses-tu pas que c'est un peu égocentrique? Alors, j'avais arrêté, j'avais rangé l'appareil photo et je l'avais oublié. Mais maintenant, j'étais là, à photographier la ligne d'horizon de Lyon, les vieilles tours industrielles, les familles jouant sur l'herbe. Mes mains se souvenaient comment utiliser l'appareil. Son poids me semblait juste. Et pour la première fois depuis des mois, je me sentais véritablement en paix. Camille est rentrée vers 20h. J'étais dans le salon, en train de retoucher des photos sur mon ordinateur portable. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu, s'attendant clairement à ce que je lève les yeux pour lui demander comment s'était passée sa journée, pour essayer de parler. Je n'ai pas levé les yeux de mon écran. Après 30 secondes, elle est montée. Je l'ai entendue au téléphone. Oui, je ne lui parle toujours pas. Il est tellement têtu à ce sujet. C'est là que j'ai compris. Elle n'était pas silencieuse parce qu'elle était blessée. Elle était silencieuse parce que c'était son mécanisme de contrôle le plus efficace. Et j'étais censé paniquer à ce stade, désespéré qu'elle me reparle. Mais ce n'était pas le cas. Je regardais ses photos, de très bonnes photos, et je me sentais plus moi-même que je ne l'avais été depuis des années. Jour 3, c'était dimanche. Je me suis réveillé tôt et je me suis préparé un petit déjeuner élaboré. Œufs brouillés, bacon, toast frais, bon café. D'habitude, j'en aurais fait assez pour nous deux. Une offrande de paix. Cette fois, juste pour moi. Camille est descendue et a vu l'unique assiette. Elle s'est fait des céréales et a claqué le bol plus fort que nécessaire. J'ai passé la matinée à installer un petit espace de travail photographique dans le coin du salon. J'ai descendu tout mon ancien équipement du placard de rangement. Trépied, filtre d'objectif, matériel d'éclairage. Pendant 2 ans, ces affaires avaient été un fouillis qu'il fallait ranger. Maintenant, je l'étalais et je m'appropriais l'espace. Camille n'arrêtait pas de passer devant le salon, regardant mon installation. Chaque fois, elle semblait s'attendre à ce que je le range, que je m'excuse, que je reconnaisse l'éléphant dans la pièce. Je ne l'ai pas fait. Vers 15h, elle s'est raclé la gorge bruyamment en se tenant dans l'embrasure de la porte. J'ai levé les yeux brièvement, n'ai rien dit et suis retourné à mon ordinateur portable. Elle est montée en trombe. Ce soir-là, j'ai retrouvé mes anciens portfolios de photographie, des images d'avant ma rencontre avec Camille. Paysages, photographies de rue, portraits. Je me suis souvenu avoir soumis mon travail à une galerie locale une fois. Ils avaient refusé, mais je comptais réessayer. Je me suis souvenu avoir voulu suivre un cours de photographie. Je ne l'ai jamais fait. J'ai sorti d'autres boîtes de ce placard. J'ai trouvé un vieil album photo de mes années d'université. Me voilà à 23 ans, l'appareil photo autour du cou, debout avec des amis à une exposition d'art en ville. Mes cheveux étaient plus longs à l'époque. Mon sourire était vrai. J'avais l'air heureux d'une manière que j'avais oublié possible. J'ai tourné d'autres pages. Des voyages de camping où j'avais photographié des cascades dans les Alpes.
des foires de rue où j'avais capturé des moments spontanés. Un voyage en solitaire le long de la côte normande où chaque coucher de soleil avait eu sa propre séance photo. Il y avait une image particulière prise à Étretat. La falaise d'Aval à l'heure dorée, les vagues déferlantes, un couple marchant main dans la main au loin. Je me suis souvenu de ce voyage, 4 jours seul avec mon appareil photo et mes pensées. Je m'étais senti si vivant. Quand m'étais-je senti comme ça pour la dernière fois? Quand avais-je arrêté de faire ces voyages? Ça ne s'est pas fait d'un coup. Le premier voyage de camping a été annulé parce que Camille avait un événement familial. Le deuxième voyage a été reporté parce qu'elle se sentait exclue quand j'y allais seul. Le troisième voyage n'a même jamais été planifié, car à quoi bon demander? J'ai retrouvé mon vieil équipement de camping enfoui au fond. La tente que j'avais utilisée lors de dizaines de voyages. Des bottes de randonnée avec de la boue encore séchée sur les semelles, provenant d'un sentier dont je ne me souvenais même plus. Une lampe frontale, un réchaud de camping, un sac de couchage conçu pour -7 degrés Celsius. Tout cela mis de côté pour faire de la place pour les affaires de Camille, ses décorations saisonnières, ses fournitures de bricolage pour des projets qu'elle commençait et ne finissait jamais, ces boîtes de choses dont elle pourrait avoir besoin un jour. J'étais assis là, par terre, entouré des fragments de qui j'étais autrefois. Les commentaires de Camille résonnaient dans ma mémoire. C'est un joli passe-temps, mais soyons réalistes. Tu ne vas pas gagner ta vie avec la photographie. Ne penses-tu pas que tu devrais te concentrer sur des choses plus pratiques? Vas-tu vraiment dépenser de l'argent pour un autre objectif alors que nous devons économiser pour la maison? Chaque commentaire, une petite coupure. Chaque critique, une raison de poser l'appareil photo. Chaque regard des approbateurs, un rappel que ma passion était un inconvénient pour sa vision de notre vie. La prise de conscience a grandi. J'avais arrêté de faire ça pour préserver la paix. J'avais sacrifié quelque chose d'essentiel à mon identité pour éviter ces critiques. Et elle ne m'avait jamais demandé d'abandonner. Elle avait juste rendu la chose assez douloureuse pour que je choisisse de le faire. Jour 4, c'était lundi. Nous sommes tous les deux allés au travail. Mon anxiété était remarquablement absente. Pas de vérification compulsive du téléphone, pas de répétition d'excuses dans ma tête, juste le calme. Un collègue m'a demandé si tout allait bien. J'ai dit, oui, en fait, tout va bien. J'ai réalisé que je le pensais. Ce soir-là, je suis rentré avant Camille et j'ai légèrement réaménagé le salon. J'ai fait plus de place pour mon coin photo. Quand elle est arrivée et a vu les changements, son visage est devenu rouge. Elle a ouvert la bouche comme pour protester, puis s'est souvenue qu'elle ne parlait pas. Elle est allée directement dans la chambre. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand je l'ai entendue au téléphone à l'étage. Sa voix traversait les murs. Ça fait 4 jours et il agit comme si de rien n'était. Non, il n'a pas essayé de s'excuser une seule fois. Il fait son truc de photographie maintenant. Il y a du matériel partout dans le salon. Je ne sais pas. Il a l'air bien. C'est ça le problème. Il est censé essayer de réparer ça. Quoi? Non, je ne peux rien dire. Ça va à l'encontre du but. Il doit apprendre à communiquer et à prendre ses responsabilités. Je suis resté là avec mon dîner à moitié préparé et j'ai compris ce qui se passait depuis 4 ans. Il ne s'agissait pas de communication. Il s'agissait de contrôle. Elle se fermait. Je la poursuivais. Elle se retenait. Je m'excusais. Elle revenait selon ses propres termes. J'étais reconnaissant. Et d'une manière ou d'une autre, c'était moi qui avais un problème de communication. J'ai fait une longue promenade dans le Vieux-Lyon cette nuit-là. J'ai pensé à toutes les fois où on m'avait reproché de ne pas communiquer alors qu'elle était celle qui avait littéralement cessé de communiquer. La manipulation psychologique est devenue limpide. Je ne suis pas rentré avant 22 heures. Camille était au lit, la porte fermée. Je me suis endormi sur le canapé, mais c'était un sommeil paisible, pas un sommeil anxieux. Jour 5, c'était mardi. Je me suis réveillé tôt et je suis allé courir. Une autre chose que je faisais avant le mariage. Camille détestait les courses matinales. Pourquoi dois-tu partir si tôt? Tu ne peux pas utiliser la salle de sport? Le lever du soleil sur le Rhône était spectaculaire. Je me suis arrêté pour prendre des photos avec mon téléphone. Au travail, j'ai cherché des groupes de photographie locaux. J'ai trouvé une rencontre le jeudi soir au marché du quai Saint-Antoine. J'ai hésité,
puis je me suis inscrit. Je ne l'ai pas dit à Camille. Non pas qu'elle l'aurait entendu de toute façon. J'ai aussi commencé à rechercher des sentiers de randonnée, des endroits où je voulais aller depuis des années. Le lac Blanc, les cascades du Hérisson, le sentier des Aiguilles Rouges. Quand les fleurs sauvages ont fleuri, je les ai tous mis en favoris. J'ai commencé à planifier un voyage pour le mois prochain. En solo, juste moi et mon appareil photo, comme je le faisais avant. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de l'anticipation, de l'excitation pour des projets futurs qui n'appartenaient qu'à moi. Ce soir-là, j'ai cuisiné mon plat préféré, un curry thaïlandais épicé. Camille se plaignait toujours que c'était trop épicé, et que l'odeur restait, alors j'avais arrêté d'en faire. Pas parce qu'elle m'avait demandé d'arrêter, juste parce que ses plaintes rendaient l'effort vain. Maintenant, je l'ai cuisiné correctement. J'ai émincé le poulet, haché l'ail et le gingembre, écrasé la citronnelle, ajouté la pâte de curry rouge, le lait de coco, la sauce de poisson, le jus de citron vert, et j'ai laissé mijoter pendant que l'arôme emplissait chaque recoin de notre appartement. J'ai ajouté du basilic thaï à la fin, comme mon colocataire de fac me l'avait appris des années auparavant. L'odeur était incroyable, riche, épicée et vivante. J'ai mis la table pour une personne, j'ai servi mon curry sur du riz au jasmin, je me suis versé une bière et je me suis assis pour manger. Camille est rentrée juste au moment où je prenais ma première bouchée. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, a plissé le nez à l'odeur, n'a rien dit, bien sûr, est allée directement sur son téléphone et a commandé à emporter. Un restaurant de chaîne quelconque. Elle l'a mangé dans la chambre, la porte fermée. J'ai mangé mon curry lentement à la table de la cuisine, savourant chaque bouchée. Chaque saveur que je m'étais refusée pendant des années parce que c'était plus facile que de faire face à son mécontentement. J'ai reçu un message de mon ami de fac, Grégoire. Salut mec, toujours partant pour le match cette fin de semaine? J'avais complètement oublié. J'avais fait ces plans il y a 3 semaines. D'habitude, j'aurais déjà annulé. Tout projet avec des amis signifiait que Camille serait contrariée. Cette fois, j'ai répondu, absolument. À samedi. Cette nuit-là, je suis resté éveillé tard pour retoucher des photos. Camille est sortie de la chambre vers 23 heures pour boire de l'eau. Elle est restée derrière moi pendant 1 minute entière. Je savais qu'elle était là, mais je ne me suis pas retourné. Finalement, elle est retournée dans la chambre. La porte s'est fermée avec une force excessive. Jour 6, c'était mercredi. Camille est partie tôt. Sa voiture était partie à 6h30 du matin. J'ai pris mon café en paix. J'avais pris un jour de congé. J'ai passé la matinée à organiser correctement mon coin photographie. J'ai descendu plus de matériel, de vieux sacs d'appareils photo, des manuels, des tirages. J'ai accroché certaines de mes photographies au mur. Un paysage en noir et blanc d'un voyage en solo que j'avais fait avant de rencontrer Camille. La photo de la ligne d'horizon de Lyon prise samedi dernier au parc de la Croix-Rousse. Cet après-midi-là, je suis retourné au parc de la Croix-Rousse avec tout mon équipement. J'ai passé 3 heures à prendre des photos. La lumière était parfaite ce jour-là. Un ciel bleu clair, quelques nuages épars captant le soleil de l'après-midi. Il y avait un petit groupe d'autres photographes. 3 personnes de mon âge. Ils avaient du bon matériel et étaient clairement sérieux à ce sujet. Je les ai observés pendant un moment, me rappelant l'époque où je faisais partie de communautés comme celle-ci, avant de m'isoler pour éviter les commentaires de Camille sur le fait de passer trop de temps sur mes passe-temps. L'un d'eux, un gars avec un Canon et un téléobjectif, m'a remarqué en train de photographier et s'est approché. « Superbe lumière aujourd'hui », a-t-il dit. « Oui », ai-je convenu. « Parfaite pour la ligne d'horizon. » Nous avons commencé à parler. Il s'appelait Thomas. Il était développeur de logiciels et faisait de la photographie les fins de semaine. Il m'a parlé des rencontres locales, des groupes Facebook, des promenades photos du week-end en ville. Il a dit qu'il cherchait toujours de nouvelles personnes. J'ai rencontré les 2 autres, Léa qui se spécialisait dans le portrait et Jacques qui faisait des paysages urbains. Ils étaient amicaux, enthousiastes, désireux de parler technique et de partager des lieux. En 20 minutes, nous comparions les images sur les écrans de nos appareils, discutions des réglages d'ouverture et des choix de composition. « Tu es vraiment bon », a dit Léa, en regardant mes clichés du début de la semaine. « As-tu pensé à exposer ton travail ?»« Autrefois, ai-je dit. La vie s'en est mêlée. »« Eh bien, tu devrais t'y remettre, a dit Thomas.
Il y a une exposition de groupe à venir dans une galerie dans le quartier de la Croix-Rousse. Soumission de la communauté. Tu devrais participer. Peut-être que je le ferai, ai-je dit. J'ai échangé mes numéros avec eux trois. Thomas m'a ajouté à une discussion de groupe avec une vingtaine d'autres photographes locaux. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer de messages sur les lieux et les séances photos à venir. En retournant à ma voiture, j'ai réalisé que je souriais. Quand avais-je fait de nouveaux amis pour la dernière fois? Des amis qui partageaient mes intérêts, qui encourageaient plutôt que de critiquer. Des années. Cela faisait des années. Camille est rentrée vers 19h. L'appartement montrait maintenant clairement des signes de ma vie. Des photos au mur, du matériel organisé, des chaussures de course près de la porte, des restes de taille dans le frigo. Elle a traversé lentement, observant tout. Je cuisinais de nouveau. Des pâtes faites maison, une autre chose qu'elle avait toujours trouvée trop compliquée. Elle s'est assise sur le canapé, voulant clairement dire quelque chose, a ouvert la bouche plusieurs fois. L'a refermée à chaque fois, a pris son téléphone à la place. Elle était en appel vidéo avec sa sœur. J'étais dans la cuisine mais je pouvais tout entendre. Je ne sais pas quoi faire. Ça fait 6 jours. Il ignore complètement que nous sommes même en dispute. Non, pire qu'ignorer. Il agit comme s'il en était heureux. Il a tout ce matériel de photographie partout. Il fait des projets avec des amis. Il est allé courir ce matin. Il agit comme si je n'étais même pas là. Exactement. C'est ce que j'ai essayé de lui apprendre. Mais il est censé être malheureux à ce sujet et essayer de réparer les choses, pas seulement vivre sa vie. Je sais, n'est-ce pas? Peut-être demain. Je lui parlerai demain et je lui ferai comprendre à quel point cela a été blessant. J'ai écouté toute la conversation. Pas de colère, juste une reconnaissance calme. Elle prévoyait de mettre fin à son silence demain, le 7e jour. Et quand elle le ferait, elle allait faire en sorte que ce soit de ma faute, me rendre responsable de son choix de se fermer. Elle me reprocherait de ne pas avoir essayé pendant qu'elle refusait de communiquer. J'avais déjà vu ce film. Je savais comment il se terminait. La seule chose qui avait changé, c'est que je n'étais plus intéressé à le revoir. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Pas une décision dramatique, juste une certitude tranquille. J'en avais fini de la poursuivre, fini de m'excuser pour son mutisme, fini de prendre la responsabilité de sa manipulation émotionnelle. Demain, elle pourrait parler ou non. Quoi qu'il en soit, j'allais continuer à vivre ma vie. Jour 7, c'était jeudi. Je me suis réveillé et je suis allé courir de nouveau. Je suis revenu, j'ai pris une douche, j'ai préparé le petit déjeuner. Camille était déjà levée, assise à la table de la cuisine. Elle m'attendait manifestement. J'ai versé mon café et je me suis assis en face d'elle avec mon petit déjeuner. Elle me regardait, pleine d'attente. J'ai mangé, j'ai vérifié mon téléphone, j'ai lu les nouvelles. Silence complet entre nous. Mais cette fois, le silence était aussi le mien. Je me préparais à partir pour la rencontre de photographie quand Camille est apparue. Elle avait rôdé toute la matinée, se préparant clairement à quelque chose. Je pouvais sentir le changement. Elle était sur le point de parler. Antoine. Son premier mot en 7 jours. Sa voix était tranchante, chargée d'une semaine de silence. J'ai levé les yeux. Oui. Tu te moques de moi, là? Oui. C'est tout ce que tu as à dire? Que aimerais-tu que je dise? Que dirais-tu d'excuses? Que dirais-tu de reconnaître que tu m'as complètement exclu pendant une semaine? Je t'ai exclu? Oui. Tu n'as pas essayé de me parler une seule fois. Tu n'as pas essayé de réparer ça. Tu as juste fait tes propres trucs comme si je n'existais même pas, j'ai posé mon sac d'appareil photo et je me suis assis sur le canapé. Je l'ai regardé calmement. Camille, tu ne m'as pas parlé depuis 7 jours. Tu n'as littéralement pas dit un seul mot jusqu'à présent. Là n'est pas la question. La question est que tu n'as pas essayé. Tu ne m'as pas poursuivi. Tu ne t'es pas excusé. Tu n'as rien fait pour résoudre notre problème de communication. Quel problème de communication est-ce? Tu sais exactement de quoi je parle. Tu ne communiques jamais avec moi. Tu fais des projets sans moi. Tu ne tiens pas compte de mes sentiments. Tu n'essaies pas de régler les choses.
Je t'ai dit mardi soir que je voulais aller faire de la randonnée samedi. C'est de la communication. Tu as fait des plans pour moi sans me demander. Puis, quand je l'ai fait remarquer, tu as complètement cessé de me parler pendant une semaine. Et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui ai le problème de communication. C'est ce que tu fais toujours. Tu déformes les choses. Non. Ce que je fais toujours, c'est m'excuser en premier. Ce que je fais toujours, c'est te poursuivre quand tu te fermes. Ce que je fais toujours, c'est prendre la responsabilité de ton mutisme. Mais pas cette fois. Le mutisme? Je ne suis pas dans le mutisme. Je suis juste. Tu as besoin d'apprendre. C'est exactement ça. Tu n'aimes pas quelque chose que je fais ou dis, alors tu te fermes complètement jusqu'à ce que je m'excuse et que je fasse les choses à ta manière. Et j'ai accepté ça pendant 4 ans. Ce n'est pas juste. J'ai tout à fait le droit de prendre de la distance quand j'en ai besoin. Prendre de la distance, c'est sain. Rester complètement silencieux pendant des jours puis reprocher à l'autre de ne pas communiquer, c'est de la manipulation. Un long silence. Le visage de Camille est passé par de multiples émotions. Choc, colère, douleur, plus de colère. Je n'arrive pas à croire que tu dises ça. Après tout ce que je fais pour cette relation, tous les compromis que je fais. Quel compromis? Cite une seule chose sur laquelle tu as fait un compromis au cours de la dernière année. C'est ridicule. J'essaie de te parler maintenant et tu m'attaques. Je ne t'attaque pas. Je ne m'excuse juste pas. Et je pense que c'est ce qui te contrarie vraiment. Et alors? Tu vas juste être comme ça maintenant? Froid et distant et ne te souciant pas de réparer les choses? Camille, pourquoi penses-tu que cela doit être réparé? Quoi? Pourquoi penses-tu que cela doit être réparé? Qu'est-ce qui est exactement cassé? Notre relation, notre communication, le fait que nous venions de passer une semaine sans nous parler. Tu as passé une semaine sans parler. J'étais prêt à parler dès le premier jour. C'est toi qui as choisi le silence. Parce que tu avais besoin d'apprendre. Voilà. Tu m'apprenais une leçon, me punissant jusqu'à ce que j'apprenne à me comporter comme tu le voulais. Ce n'est pas tu déformes tout. Pas vraiment. Et voici ce que j'ai appris cette semaine. Je suis plus heureux quand tu ne me parles pas. Je suis plus calme. Je suis plus moi-même. J'ai fait plus de choses que j'apprécie vraiment au cours des 7 derniers jours qu'au cours des 7 derniers mois. Et ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Camille me fixa, véritablement choqué. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que c'est fini. Fini le mutisme. Fini d'être blâmé pour ton refus de communiquer. Fini de marcher sur des œufs en attendant que tu décides que j'ai été assez puni. Tu es dramatique. Nous avons juste besoin d'eux. Pourquoi n'essaies-tu pas? C'est ce que tu allais dire ce soir, n'est-ce pas? Pourquoi n'essaies-tu pas de réparer ça? Ah, oui. Pourquoi n'essaies-tu pas? Parce que j'essayais depuis 4 ans. J'essayais. En m'excusant en premier. En changeant mon comportement, en abandonnant les choses que j'aimais, en gérant tes émotions, en marchant sur des œufs. J'ai tout essayé sauf la seule chose que j'essaie maintenant. Qui est quoi? Être heureux sans toi. Les mots flottaient dans l'air. Le visage de Camille devint pâle. Tu ne le penses pas, cette semaine passée, j'ai été plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Je suis allé courir, j'ai pris des photos, j'ai cuisiné de la nourriture que j'aime vraiment, j'ai fait des plans avec des amis, toutes des choses que j'avais arrêtées parce que tu avais un problème avec elles. Et sans que tu me parles, sans tes critiques et tes traitements silencieux, je me suis souvenu de qui j'étais. Camille a essayé de répondre, mais n'a pas trouvé les mots. Je me suis levé et j'ai pris mon sac d'appareil photo. J'ai une rencontre de photographie ce soir au marché du quai Saint-Antoine. Je vais y aller maintenant. Quand je reviendrai, nous pourrons parler de la façon de séparer nos vies aussi tranquillement que possible. Mais j'ai fini d'essayer de sauver une relation où l'outil principal de l'autre personne est le silence. Antoine, attends. J'ai attendu 7 jours. J'ai attendu que tu me parles. Et quand tu l'as finalement fait, c'était pour me reprocher de ne pas t'avoir poursuivi pendant ton silence. Ça me dit tout. Je suis parti. Je suis allé à la rencontre de photographie au marché du quai Saint-Antoine. Il y avait environ 15 personnes, allant des débutants complets aux semi-professionnels.
Nous avons passé 2 heures à nous promener dans le marché, à photographier les vendeurs de poissons, les étals de fleurs, les musiciens de rue. La lumière du soir qui filtrait à travers les fenêtres du marché était magnifique. Thomas, du parc de la Croix-Rousse, était là. Il m'a présenté à d'autres personnes. Tout le monde était accueillant, heureux d'avoir quelqu'un de nouveau. Nous avons parlé de photographie, de nos emplois, de rien d'important et de tout ce qui est important en même temps. Après la séance, un groupe d'entre nous est allé dans un bar voisin. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais fait quelque chose comme ça. Sortir après un événement, prendre un verre avec de nouveaux amis, rester dehors après 21 heures en semaine avec Camille. Il y avait toujours une raison de rentrer directement à la maison. Elle attendrait. Elle voudrait savoir où j'étais. Elle serait contrariée si je ne donnais pas de nouvelles. Maintenant, j'étais assis dans ce bar avec 5 autres photographes, comparant des images sur nos téléphones, riant des moments amusants de la séance, faisant des plans pour la rencontre de la semaine prochaine au bord de l'eau. Mon téléphone était posé face contre table. Pas de vérification anxieuse, pas de messages inquiets à envoyer, juste la présence dans l'instant. Je suis rentré vers 23 heures. L'appartement était sombre. Camille était partie. Il y avait un mot sur le comptoir, écrit de sa main pointue. Je reste chez ma sœur. Nous avons besoin d'espace. Je l'ai lu 2 fois. J'ai senti un soulagement m'envahir. Pas d'anxiété. Pas de panique à l'idée qu'elle soit partie. Pas de peur que ce soit la fin. Juste le soulagement de pouvoir respirer dans ma propre maison sans marcher sur des œufs. Je me suis versé un whisky, je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé les photos de la soirée. Elles étaient bonnes. Vraiment bonnes. Certaines des meilleures que j'avais faites depuis des années. J'en ai téléchargé quelques-unes sur la discussion de groupe de photographie. En quelques minutes, les gens répondaient avec des éloges et des questions sur la technique. C'était ça, le sentiment de communauté, le sentiment de soutien. Ce que l'on ressent quand les gens célèbrent votre passion au lieu de la diminuer. Je me suis endormi sur le canapé cette nuit-là, mon ordinateur portable toujours ouvert sur ma galerie de photos. Pas de nœud à l'estomac. Pas d'excuses répétées dans ma tête. Juste la paix. La semaine suivante, Camille a essayé plusieurs approches. Les larmes, la colère, les promesses de changer. Je vais travailler sur ma communication. Nous pouvons aller en thérapie. Je ne réalisais pas à quel point je te faisais du mal. Je suis resté ferme. Je crois que tu veux changer maintenant, mais nous sommes déjà passés par là et rien ne change. Nous nous sommes séparés immédiatement. Camille a emménagé chez sa sœur. J'ai gardé l'appartement. Nous avons entamé le processus de séparation formelle. Nous nous étions mariés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, sous un régime de communauté de biens, donc la division des actifs était simple. Pas d'enfants, pas d'enchevêtrement compliqué, juste la fin nette de quelque chose qui était brisé depuis des années. 3 mois plus tard, ma vie est complètement différente. Le coin photo est maintenant un studio complet à domicile. Éclairage adéquat, toile de fond, poste de retouche. Des tirages de mon travail couvrent les murs. Des chaussures de course sont près de la porte. Utilisées 5 jours par semaine. La cuisine est remplie d'épices pour des plats que Camille détestait. L'espace semble léger, ouvert, le mien. J'ai rejoint 3 groupes de photographie locaux. Des randonnées les fins de semaine au Mont Blanc, au parc national de la Vanoise, à la cascade de Glandieu, des rencontres régulières autour de Lyon. J'ai commencé à vendre des tirages en ligne. Une petite galerie à la Croix-Rousse a accepté 3 de mes œuvres. Je n'en vis pas, mais j'ai redécouvert ma passion. Le mois dernier, j'ai fait ce voyage de camping en solo que j'avais prévu. J'ai conduit jusqu'aux Alpes du Nord, j'ai marché 13 km dans l'arrière-pays et j'ai installé mon camp près d'un lac que je voulais photographier depuis des années. J'ai passé 3 jours seul avec mon appareil photo, ma tente et le bruit du vent dans les pins. Je me suis réveillé à l'aube chaque matin pour capturer la lumière. Je suis resté debout après la tombée de la nuit pour photographier les étoiles. J'ai cuisiné des repas simples sur mon réchaud de camping. J'ai lu un livre que je voulais lire depuis des années. Je n'ai pas vérifié mon téléphone, sauf pour prendre des photos. La deuxième nuit, assis près de mon feu de camp avec une tasse de café, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Camille de toute la journée. Je ne m'étais pas demandé ce qu'elle faisait ou ce qu'elle pensait de quoi que ce soit. Je ne m'étais pas senti coupable de m'amuser sans elle.
J'étais juste là, pleinement présent, complètement content. C'est là que j'ai su que j'avais vraiment tourné la page. Non pas parce que j'étais en colère ou amer, mais parce que je m'étais souvenu comment être heureux selon mes propres termes. J'ai maintenant des soirées jeux régulières avec Grégoire et d'autres amis de fac, les gars avec qui j'avais lentement perdu contact pendant mon mariage parce que Camille avait toujours autre chose de prévu ou une raison pour que je reste à la maison. Ils m'ont accueilli à nouveau sans jugement. Juste un bonheur sincère de retrouver leur ami. J'ai rencontré Rachel lors d'un atelier de photographie il y a 2 mois. Elle fait de la photographie de nature, passe ses fins de semaine à parcourir les mêmes sentiers que moi. Nous avons fait quelques excursions photo ensemble. Nous avons pris un café après et avons parlé pendant des heures. Il y a une connexion. Quelque chose de sincère et de facile. On y va doucement. Pas de pression, pas de jeu, pas de marche sur des œufs. Juste 2 personnes qui apprécient la compagnie de l'autre et partagent une passion. Elle m'a interrogé sur mon mariage une fois. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit que je m'étais perdu en essayant de rendre quelqu'un d'autre heureux. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. Elle m'a dit qu'elle avait vécu quelque chose de similaire. Nous ne parlons pas beaucoup de nos passés. Nous nous concentrons sur le présent, sur les photographies que nous prenons, sur les sentiers que nous prévoyons de parcourir, sur le café que nous buvons en ce moment. Je m'entraîne pour un semi-marathon maintenant, quelque chose que je voulais faire depuis des années. Les courses matinales autour du lac du parc de la Tête d'Or me vident la tête et me rappellent chaque jour que je suis capable de me fixer des objectifs et de les atteindre. Camille a tenté de me contacter plusieurs fois le premier mois. Tu me manques. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Pouvons-nous au moins parler? J'ai répondu une fois. Nous pouvons parler par l'intermédiaire de nos avocats au sujet de l'accord de séparation. Sinon, je pense que nous avons dit tout ce que nous avions à dire. Nous avons demandé le divorce après 2 mois de séparation. La loi exige 90 jours entre la demande et la finalisation. Nous sommes dans cette période d'attente maintenant. Camille a cessé de se battre après le premier mois. Son silence maintenant est un vrai silence, pas de la manipulation, juste de l'acceptation. Est-ce que le mariage me manque? Non. Ce mariage-là ne me manque pas. L'anxiété constante, la marche sur des œufs, le cycle de mutisme et d'excuses ne me manque pas, être blâmé pour le refus de quelqu'un d'autre de communiquer ne me manque pas. Ce que j'ai gagné, c'est tout. Le respect de soi. Je me suis souvenu que je méritais un respect de base, même en cas de conflit. Mon identité. La photographie n'est pas seulement de retour dans ma vie. Elle en est le centre. La course, la cuisine, les amitiés, toutes les choses que j'avais sacrifiées pour la paix. La vraie paix, pas la fausse paix qui venait de l'abandon de qui j'étais. J'ai appris les limites, que je peux dire non à la manipulation émotionnelle, que je n'ai pas à accepter le mutisme comme étant normal. Et l'espoir. Pour la première fois depuis des années, je suis excité par l'avenir au lieu d'être anxieux à propos du prochain conflit. Samedi matin dernier, je me suis réveillé dans mon appartement sans nœud à l'estomac, sans vérifier anxieusement mon téléphone, juste la possibilité d'un samedi matin. J'ai fait du café, j'ai préparé mon sac d'appareils photo et je suis parti pour le parc de Gerland avec le groupe de photographie. Rachel était là. Grégoire est passé plus tard pour regarder le match. Dimanche, j'ai couru 16 km. Ma vie est pleine de choses que j'ai choisies. J'ai reçu un message de Camille la semaine dernière. Je comprends enfin ce que tu voulais dire par être heureux. J'espère que tu le es. J'ai envisagé de ne pas répondre, puis j'ai tapé en retour. Je le suis. J'espère que tu trouveras le tien aussi. C'était l'échange le plus honnête que nous ayons eu en 4 ans. Ces jours-ci, je m'endors dans un silence paisible. Pas celui utilisé comme une arme, pas celui qui punit, mais le vrai silence qui vient du fait de savoir que l'on est exactement là où l'on est censé être. Elle voulait m'apprendre une leçon sur la communication par son silence. Ce que j'ai appris à la place, c'est que certains silences sont plus éloquents que les mots, et le plus fort était mon propre silence quand j'ai finalement arrêté de la poursuivre. Quand elle m'a demandé pourquoi je n'essayais plus, je lui ai dit la vérité. J'essayais. J'essayais quelque chose que je n'avais jamais essayé auparavant. Être heureux sans elle. Son silence après ça, c'était le genre permanent. Et pour la première fois en 4 ans, le silence ne me faisait pas peur. Il me libérait.